Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, à l'initiative du collectif d'ONG porté par Oxfam France, CCFD Terre Solidaire et Tournons la page, engagé pour une refondation de la politique sahélienne de la France à quelques encablures de la présidentielle française, a lancé en partenariat avec l'IRIS le cycle Sahel France qui a été inauguré le 4 octobre dernier. Aujourd'hui, le thème de cette deuxième session qui a été retenu est crise multiforme au Sahel. Quelles stratégies et approches, au pluriel, pour y répondre? Cet angle est pour le moins novateur sur la scène publique, tant la question du Sahel est traitée par le prisme du terrorisme ou de l'immigration. De nombreux chercheurs, acteurs humanitaires, représentants de la société civile s'expriment pourtant à montrer sur la plus ou moins longue durée la sédimentation et ou la coagulation des crises au Sahel. Crise socio-économique, crise sociopolitique, crise climatique, insécurité alimentaire, confrontations intercommunautaires dans un contexte sécuritaire volatile. Ces quelques exemples d'emblée soulignent la complexité de la situation, voire des situations au Sahel où le tout militaire semble décidément dans une impasse. Rappelons que les premières victimes de cette situation sont les populations. Elles sont victimes d'exactions, d'enlèvements, contraintes à des déplacements internes, à trouver refuge en dehors de leur pays d'origine ou à des accommodations pour des motifs plus ou moins variés avec les groupes djihadistes. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies et réponses idoines à développer? Comment mieux valoriser le rôle des sociétés civiles sahéliennes, des jeunes, des femmes? Comment la communauté internationale, et peut-être nos invités la définiront-elles, dont la France, peuvent-elles apporter leur soutien en vue d'une paix durable? Afin de répondre à ces différentes questions et d'avancer des recommandations, j'ai le plaisir de recevoir ce soir 4 personnalités. Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel à ICG, International Crisis Group. Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l'organisation CARE France et membre de la coalition citoyenne pour le Sahel. Christian Sambou, chargé de programme Jeunes et Paix au sein de l'ONG Azar Mali. Et enfin, Cynthia Ohayon, chef du pôle stabilisation au centre de crise au sein de l'ONG Azar Mali. Je vous remercie tous de votre présence ce soir. Alors, pour rappeler quelques petites règles et pour l'ensemble des participants de ce soir, je vous rappelle que vous avez accès au chat et que donc vous pouvez poser au fur et à mesure les questions que vous souhaitez. Il est évident, en revanche, compte tenu du temps imparti, que toutes les questions ne pourront être traitées. Je vous remercie par avance de prendre en considération cet élément. Alors, nous allons diviser cette conférence en 2 temps. Dans un premier temps, je vais demander à chacun des participants invités ce soir à proposer leur analyse de la situation au Sahel, de nous faire un retour d'expérience et dans un deuxième temps, de proposer des recommandations. Il y aura donc 2 tours de table, à la suite desquels les questions des internautes seront prises. Jean-Hervé Jézéquel, bonsoir. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Bonsoir, oui, c'est mieux avec le micro. C'est mieux avec le micro. Alors, c'est vrai en quoi le fait de parler de crise multiforme ou multidimensionnelle au Sahel vous paraît plus pertinent que la qualification, la catégorisation usuelle de terrorisme? En quoi cela fait-il partie d'une lecture erronée de la part de la France, voire de la communauté internationale? Et là, je vous laisserai, en tant que chercheur, définir la dite communauté internationale.
Et depuis 10 ans, est-ce que vous observez un changement dans la nature des crises? Et là, bien évidemment, vous voyez où je veux en venir, voire un raffermissement des dites crises. Bonsoir à tout le monde. C'est une très bonne question. Alors, je pense d'abord pour commencer que le terme de terrorisme, il est sinon mauvais, du moins particulièrement limitatif. En effet, essayer d'adopter la catégorie du terrorisme pour essayer de comprendre la situation au Sahel ne permet pas en réalité de saisir un bien grand nombre de dynamiques en cours. Nous, à Crisis Group, c'est nous qui avons la vérité, mais une de nos manières d'approcher, par exemple, c'est de parler des hommes en armes en termes d'insurrection. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, des séquences, des actions qui peuvent être taxées de terrorisme. Il y en a. Mais somme toute, je pense que utiliser le vocable terroriste, c'est d'une certaine manière dépolitiser une partie du problème, une partie des acteurs également. Et se priver de comprendre et de voir que derrière la prise des armes, derrière les violences qui sont indéniables, de part et d'autre d'ailleurs, au fond, il y a aussi des causalités plus politiques. Alors après, si on veut, on peut utiliser le terme de crise multidimensionnelle. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan parce que je pense que de toute façon, toutes les crises, d'une certaine manière, sont multidimensionnelles. Et en ce sens-là, la crise sahélienne est malheureusement un peu banale, elle est comme les autres, au fond. C'est souvent les stratégies de réponse qui sont multidimensionnelles. Donc, c'est plutôt les acteurs qui répondent, qui utilisent cette notion de multidimensionnalité. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui est très notable, deux points très notables. La première, c'est que si on a autant insisté sur le prisme terroriste ou à moindre mesure sur, par exemple, tout ce qui était risque en termes de migration massive d'un continent vers l'autre, je pense que c'est parce que les lectures qui se sont imposées sur la zone sont avant tout des lectures extérieures, des lectures oui, venues essentiellement de l'Europe, en grande partie pilotées, ou émises par l'acteur français, qui est un acteur de poids et qui n'est pas le seul, qui est sans doute l'acteur le plus influent, mais qui n'est pas le seul à mobiliser ce registre. Aussi, une petite précision, c'est que les acteurs, les États africains eux-mêmes et une partie des sociétés africaines utilisent ce vocable de terroriste. Et donc, que si on veut jeter la pierre au fond sur ceux qui utilisent ce vocable comme étant un vocable, à mon avis, limitatif, il n'y a pas des acteurs extérieurs qui l'utilisent. Deuxième point, c'est que on a aussi tous trop tendance peut-être, et ça c'est peut-être un objet à discussion, à se focaliser sur les violences. C'est bien normal, c'est sans doute l'aspect le plus terrible de ce qui se passe au Sahel, les violences armées. Pourtant, moi j'ai le sentiment, et on essaie de développer cela à Crisis Group, de se dire qu'au fond, les groupes armés, leur présence, leur développement, leur multiplication, n'est au fond que le symptôme d'une crise beaucoup plus large. Et notamment, ils sont une crise du rapport entre gouvernants et gouvernés. Ils sont une crise plus large et plus profonde, historiquement plus profonde des États dans la région, de leur rapport aussi, des États aussi dans leur rapport aux partenaires étrangers, dont ils sont à l'évidence trop dépendants. Pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourra revenir après. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, la crise sahélienne est avant tout une crise de violence qui a une sorte, pour reprendre un registre cher à nos amis médecins du monde, par exemple, il y a une sorte d'épidémie de violence, effectivement, dans la région. Mais au fond, ça, c'est le symptôme d'une crise plus profonde qui est liée à… Alors, bon, vous me pardonnerez en quelques minutes d'utiliser des vocables un peu passe-partout, mais oui, une crise du rapport gouvernant-gouverné, une crise de la gouvernance, une crise de l'État, une crise du rapport aussi aux partenaires extérieurs. Je finirai peut-être par une anecdote là-dessus, parce qu'on a 5 minutes pour répondre. Quand je travaillais dans la région il y a 20 ans, si on avait fait cette même conversation, on aurait dit que la menace principale, ce n'était pas un barbu avec une Kalachnikov, c'était un criquet pèlerin, parce que les essaims de criquets pèlerins, c'est eux qui dévastaient les champs et qui créaient les épidémies de malnutrition. Il y a
en 2005 au Niger, quand j'étais en 2005 au Niger, l'ennemi, c'était la malnutrition, ou la préoccupation, c'était la malnutrition. La malnutrition n'a pas disparu au Sahel. Les acteurs humanitaires le savent très bien, mais la lecture a complètement changé. Elle s'est focalisée, je pense, à l'excès sur ces acteurs de violence. Encore une fois, on peut le comprendre, hein, mais je pense que le curseur est allé trop loin. Et même quand aujourd'hui, on veut parler, au fond, de toutes ces dynamiques qui sont d'autres dynamiques que celles au fond, du terrorisme ou des insurrections djihadistes, si vous voulez parler aujourd'hui nutrition, si vous voulez parler même, je dirais, changement climatique dans la région, il va falloir rattacher tout cela à cette problématique, au fond, de la violence en armes et de la violence terroriste pour certains. Je trouve ça dommage et limitatif. Alors, Monsieur Jézéquel, je vous remercie. En plus de ça, vous avez eu la gageure de tenir dans les 5 minutes imparties et vous nous avez bien expliqué, bien déconstruit en réalité ce terme de terrorisme qui est volontiers utilisé par la France, sans doute pour mieux expliquer son engagement au Sahel auprès de son opinion publique. Nous allons donc poursuivre la conversation avec Fanny Petitbon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de la coalition citoyenne pour le Sahel à laquelle vous appartenez? Quelles sont les méthodologies de travail que vous déployez sur le terrain? Quels sont les objectifs, les piliers que vous vous êtes fixés et pourquoi? Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'interviens ce soir avec 2 casquettes. La casquette d'abord au nom de mon organisation, donc CARE, qui est une organisation qui a un double mandat, à la fois de réponse aux crises humanitaires, mais aussi un mandat plutôt de développement, donc des actions sur le plus long terme, avec comme fil rouge dans l'ensemble de nos projets vraiment le renforcement des droits des femmes et des filles dans voilà, tout type de circonstances. On est effectivement un membre de la coalition citoyenne pour le Sahel qui a été lancée en juillet 2020. C'est une coalition relativement nouvelle. Et c'est une coalition, en fait, qui a décidé de se mobiliser parce que, comme je n'ai pas besoin de le rappeler, il y a une vraie détérioration de la situation au Sahel, une augmentation des violences, notamment 2020, qui a été l'année la plus meurtrière en termes d'attaques contre des civils. Il y a 20 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il y a près de 2 millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer à cause de violences dans ces 3 pays du Sahel central. C'est un chiffre qui a été multiplié par 20 en 2 ans. Donc, on parle vraiment d'une détérioration très nette. Et en même temps, se dire que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des acteurs qui étaient impliqués dans ces régions-là, mais de se questionner sur cette stratégie qui est avant tout centrée sur l'action militaire, à la fois de la part des armées sahéliennes, de la force conjointe du G5 Sahel, mais aussi des partenaires internationaux, notamment la force française Barkhane. La force française Barkhane, qui est donc en présence au Sahel depuis 8 ans. Donc, il y a une présence relativement longue, un investissement dans la lutte contre le terrorisme dont on parlait, qui est estimé à 2 milliards d'euros par an. Donc, c'est 4 fois plus que les montants annuels qui sont alloués à l'aide humanitaire ces 4 dernières années. Et pourtant, malgré cette mobilisation, cette réponse sécuritaire, la vie quotidienne des communautés, des populations, elle ne s'est pas améliorée, au contraire. Et donc, cette coalition, elle a pour vocation déjà à réunir des acteurs très différents, c'est-à-dire des acteurs des acteurs de la société civile du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la région du Sahel, mais aussi des acteurs d'autres pays africains, européens et des États-Unis. On a à peu près une 50aine. L'objectif de cette coalition, c'est vraiment de convaincre les gouvernements, qu'ils soient sahéliens, mais aussi les pays, les soutiens internationaux, dont la France, qui sont impliqués au Sahel, d'adopter vraiment une nouvelle approche au Sahel, dont l'objectif principal, c'est de protéger les populations civiles, faire en sorte qu'elles puissent faire entendre leur voix, valoriser leur expertise, leur contribution,
et faire en sorte que la réponse au Sahel elle soit articulée autour de 4 grands piliers. Qui sont donc vraiment la protection des civils, l'adoption de stratégies politiques pour résoudre la crise de gouvernance au Sahel, la troisième qui est autour de la réponse aux urgences humanitaires et la quatrième qui est la lutte contre l'impunité, contre les violences qui sont perpétrées. Donc, en fait, notre collectif, il fonctionne à la fois à travers la définition donc, de messages, de rencontres, de plaidoyers avec des décideurs, que ce soit au niveau des pays sahéliens, au niveau de la coalition internationale pour le Sahel, au niveau par exemple, des envoyés spéciaux du Sahel, que ce soit de la France, du Canada et autres. C'est des déclarations, notamment des réactions quand il y a des attaques qui sont menées contre des populations civiles pour dénoncer et appeler les gouvernements des pays sahéliens, mais aussi les partenaires internationaux à dénoncer ces violences. L'un des outils majeurs qui a été utilisé au cours de cette année, c'est notamment la publication d'un rapport. On pourra vous le mettre, si vous voulez, dans le chat de discussion pour que tout le monde puisse y avoir accès, qui s'appelle le Sahel, ce qui doit changer. Et l'objectif de ce rapport, c'est vraiment de proposer une feuille de route pour vraiment créer un dialogue constructif entre les différentes parties, que ce soit les gouvernements, les institutions multilatérales, la société civile sahélienne, mais aussi des pays impliqués au Sahel, pour restaurer une confiance dans l'État, pour stabiliser la région, donner un nouvel élan, en gros. Donc sur le premier pilier, donc sur la protection des civils, l'enjeu c'est de s'assurer que ce soit vraiment quelque chose qui soit au cœur du mandat de toutes les opérations militaires menées par les États sahéliens, mais aussi par les forces notamment françaises, mais aussi allemandes, mesurer systématiquement l'impact sur les civils des opérations militaires et rendre compte de ces données de manière publique, pas que ça reste un sujet tabou. Sur le deuxième pilier, qui est donc sur la partie crise de gouvernance, là, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a un dialogue politique avec l'ensemble des parties au conflit, la société civile, notamment les femmes et les jeunes, qui doit être activement soutenue, mise en œuvre par les gouvernements des pays sahéliens. Sur le troisième volet, qui est donc plus la réponse humanitaire, là, c'est bien sûr les enjeux de financement de la réponse humanitaire, parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'année après année, les plans de réponse humanitaire ne sont jamais financés en plein. Des plans de réponse humanitaire qui sont définis par les Nations Unies en s'appuyant sur les besoins observés sur le terrain en coordination avec des ONG, des associations locales. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont comme ça définis à la louche, c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur les besoins. Donc, il faut répondre à l'ensemble de ces besoins. Et puis, bien sûr, sur la question de l'accès des populations, l'accès aux populations en besoin d'aide humanitaire, ça, c'est vraiment un sujet éminemment compliqué pour nous ONG, parce que, j'en parlerai dans ma deuxième intervention, mais cet accès devient de plus en plus restreint de par tout un tas de facteurs. Et donc, il y a besoin de... Merci Fanny. Effectivement, vous avez bien développé les quatre axes qui vous semblent prioritaires au sein de la coalition citoyenne pour le Sahel. Bien évidemment, dans la deuxième partie, je pense qu'il sera intéressant de développer un peu plus avant ces différents axes et recommandations. Le jeu étant de respecter 5-6 minutes de temps de parole afin que chacun puisse s'exprimer et de bien évidemment laisser un temps ouvert au débat avec les internautes. Nous allons laisser la parole à monsieur Christian Sambou. Je vous remercie d'être présent. Donc vous, comme dit en introduction, vous êtes membre de l'ONG Hazard. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'étymologie de ce terme Hazard? Quels sont les différents engagements que vous et votre ONG avez dans le nord et le centre Mali? Et peut-être pourriez-vous aussi nous dire, d'après vos différentes expériences, comment la France et la communauté internationale pourraient davantage prendre en compte ou mieux prendre en compte les besoins des sociétés civiles dans les réponses
apporter. C'est une question que vous avez souhaité traiter et qui, in fine, suppose qu'aujourd'hui, ces besoins ne sont pas suffisamment pris en considération par la communauté internationale et la France. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Parfait. Tout à fait. Donc, merci de nous associer donc, à ce webinaire. Alors, hasard déjà signifie lien familial, donc en langue keltamachèque, donc en Touareg, communément appelé Touareg. Donc, lien familial, l'ONG Hasard va naître autour d'initiatives agro-pastorales, donc un programme agro-pastoral en partenariat avec l'ONG Accor, donc en 2008. Donc, c'est à partir de cet instant, en fait, que les bases de l'ONG vont se mettre en place. Actuellement, nous intervenons sur quasiment l'ensemble du territoire malien, mais avec un focus sur le centre du pays et le nord. Nos interventions portent sur la gestion des ressources naturelles, notamment les questions liées aux conflits fonciers, donc sur les mécanismes de gestion, prévention de ces conflits, donc qu'ils soient fonciers ou qu'ils soient de notre ordre. Nous travaillons de plus en plus sur tout ce qui est diagnostic de l'extrémisme violent et du terrorisme. Et je partage entièrement les observations qui ont été faites par Jean-Hervé Jézéchiel sur le concept même, la notion de terrorisme actuellement, puisque quand on observe à travers nos données recueillies dans le centre du Mali, notamment à Koro, à Bankas, on s'aperçoit que les imbrications sont telles qu'entre les communautés locales et les groupes armés dits radicaux, qu'il est difficile en fait d'avoir un consensus en fait sur ce qu'il y a lieu d'appeler terrorisme. Donc la complexité fait qu'il faille être très prudent. Nous intervenons aussi sur tout ce qui est vivre ensemble. Donc, l'association voilà, signifie lien familial, donc le vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc, actuellement, je suis chargé de projets en fait jeunes et paix. Donc, de plus en plus, nous orientons aussi nos travaux sur la jeunesse, le rôle de la jeunesse, mais surtout le rôle des jeunes femmes. Donc, nous intégrons tout cela au travail de recherche que nous faisons, donc particulièrement travail de recherche, de documentation en fait des pratiques et des connaissances autour des questions de paix et de sécurité. Alors, la question des alternatives, la nécessité d'une alternative aux interventions militaires, cette question, il me semble, ne se posait pas en 2013-2014, puisqu'il y avait comme une unanimité à toutes les interventions et même au paradigme du tout sécuritaire. Il y avait juste quelques réserves. D'ailleurs, ces réserves venaient de la France, pas même du Mali. Donc, poser la question de l'alternative, elle est beaucoup plus pertinente aujourd'hui, au regard même de l'actualité, des tensions diplomatiques qu'il y a eu les semaines dernières entre la France et le Mali. Et cela se traduit, s'explique très facilement par d'abord un constat d'un échec du paradigme du tout sécuritaire, donc que fait l'opinion publique malienne. Elle se saisit de cette question et cette question mobilise en fait autour d'un sentiment qu'on appellerait sentiment anti-français, mais qui tient lieu de rappeler que c'est un sentiment anti-présence militaire française. Donc, cette nuance, elle est importante à faire, sans quoi les interventions derrière pourraient ne pas atteindre leurs objectifs. Donc, la nécessité d'une alternative aussi s'explique par la crise qui est multiforme, ça a été souligné par Jean-Hervé Jézéchiel, une crise multiforme. Donc, les solutions qui devraient elles aussi être multiformes, j'entends par là des solutions qui ne soient pas exclusivement militaires. Donc, il y a un besoin de la part des populations, que ce soit au centre ou au nord du Mali, que des solutions les solutions apportées en fait à la gestion des conflits ne soient pas que militaires. D'ailleurs,
un indicateur. À travers nos données, nous nous sommes aperçus en fait que les acteurs en qui les populations avaient le moins confiance, parmi ces acteurs faisaient partie en fait des forces de défense et de sécurité. Et dans cette barre d'acteurs qui avaient moins de confiance, en qui les populations avaient moins de confiance, il y avait les forces étrangères, notamment Barkhane, la MINUSMA. Et qu'aujourd'hui, la place même de la France au Mali, dans le travail qu'elle fait, est comme résumé en fait au travail de Barkhane. Donc, ce qui, moi, me semble être problématique, donc une mauvaise compréhension de la crise même a conduit en fait à cette lecture qu'on a du fait que Barkhane serait le seul acteur en fait français intervenant au Mali et qu'on a oublié en fait toutes les sociétés civiles, les organisations françaises qui sont présentes, qui font du travail, mais ce travail en fait est, si vous voulez, inhibé par le paradigme du tout sécuritaire. Donc l'impératif d'une alternative est là. Et donc cette alternative se fera avec des interventions civiles qui ne doivent pas forcément être opposées en fait à l'outil militaire, mais sont des interventions communautaires, doivent être distinguées, donc ils sont complémentaires. Complémentaires pour la résolution des conflits qui sont multiformes. Ces conflits qui sont multiformes. La particularité de ces interventions civiles, c'est qu'elles sont non violentes et non militaires. Et Vraisemblablement, nous avons un problème. Vous nous entendez, à travers nos enquêtes, il n'y a qui plébiscite en fait l'usage. Allô? Oui, on vous reçoit mal là. On vous reçoit mal. Écoutez, ce qu'on... Allô, vous m'entendez? Assez faiblement. Assez faiblement, mais ce qui donne bien évidemment l'occasion, conformément aux règles que nous nous sommes fixées les uns les autres, eh bien, de passer au prochain intervenant en vous remerciant déjà d'avoir un petit peu campé cette situation et d'avoir montré les limites du tout militaire et du nécessaire investissement des sociétés civiles, de la prise en considération de leurs paroles et bien évidemment des solutions qu'elles peuvent envisager à leur tour pour une stabilisation durable de la situation au Sahel, considérant bien évidemment la pluralité des dites situations. Alors, Cynthia Ohayon, bonsoir. Alors, vraisemblablement, j'aurais écorché votre titre. Alors, pour rappel, vous êtes chef du pôle stabilisation au Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a entendu, qu'on a fait un peu ce premier tour de table, on a fortement l'impression que la France est focalisée sur la lutte antiterroriste, même si, bien évidemment, des ouvertures ont été consenties en faveur d'une réponse plus holistique. Hein. Bien évidemment, nous pouvons nous référer ici au sommet de Pau de 2020 où la sécurité humaine dans sa globalité semble envisagée. Alors, vous souhaitez aborder les outils mobilisés par la France afin d'apporter à une crise multidimensionnelle une réponse qui le serait tout autant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, s'il vous plaît? Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager cette discussion avec vous. Quelques mots, effectivement, un petit peu sur les différents outils et les approches qui sont proposées et qui sont adoptées par la France pour répondre à cette crise sahélienne. Et puis un petit mot aussi sur, vous parliez, Caroline, de la communauté internationale, parce qu'évidemment, les autres partenaires aussi, la France n'est pas seule à intervenir sur la crise sahélienne, et l'action des autres partenaires aussi est importante, et il faut regarder les actions un peu dans leur globalité. Et donc, effectivement, tous les intervenants ont bien souligné
l'insuffisance d'une réponse qui est uniquement militaire. Je crois que ça, tout le monde en France en est bien conscient. Ça a été, comme vous le disiez, largement réitéré, répété au sommet de Pau en 2020, au sommet de N'Djamena aussi ensuite. Donc il y a donc, certes un engagement militaire qui reste encore assez important, même s'il est appelé à évoluer sans probablement totalement disparaître. Mais donc il y a aussi des réflexions en France sur un petit peu les contours de cet engagement militaire. Je le rappelle, existe et existe à la demande des autorités nationales qui sont concernées dans les pays du Sahel. Il y a un engagement aussi important, et ça, il ne faut pas l'oublier, en matière d'aide publique au développement, qui d'ailleurs en fait précède largement la crise sahélienne actuelle, dans sa version disons actuelle, qui a été un petit peu déclenchée en 2012, puisque ça fait longtemps que la France et que d'ailleurs d'autres partenaires mènent des projets de développement au Sahel avec des ONG, y compris qui sont parmi nous ce soir, qui sont présentes depuis longtemps, depuis des dizaines d'années dans cette zone, problématique de développement depuis un moment. Quelques chiffres un petit peu pour mettre les choses en perspective. On a une augmentation assez importante de l'aide publique au développement française à l'égard des pays du G5 Sahel. On est passé de 382 millions en 2016 à 556 millions en 2019. Il y a un certain nombre de priorités aussi géographiques dont font partie les pays du Sahel qui ont été réitérées notamment dans la loi pour la loi de programmation pour le développement solidaire qui a été votée par le Parlement en août. Et donc qui a vocation à renforcer encore davantage cette priorité accordée à la fois aux pays fragiles et vulnérables et particulièrement aux pays africains et encore plus particulièrement aux pays du Sahel. Au sein de cette aide publique au développement, on a une montée en puissance aussi de l'aide d'urgence spécifiquement, avec un volet humanitaire important, un volet stabilisation, j'en dirai quelques mots aussi tout à l'heure, avec une aide d'urgence qui pourrait être portée à 500 millions d'euros en 2022. Ce sont des engagements présidentiels. Voilà, donc évidemment, on est sur un budget maintenant d'aide publique au développement française à peu près de 500 millions d'euros par an sur le Sahel, ce qui reste inférieur au budget qui est consacré à l'opération militaire Barkhane. Mais en fait, on est en voie de faire ce rééquilibrage, encore une fois, parce qu'on est bien conscient des limites Ce qui est intéressant, c'est si on regarde les budgets et l'aide publique au développement qui est accordée par les autres partenaires, on tombe un petit peu, alors c'est des chiffres un peu arrondis, mais on tombe à peu près finalement 2 milliards d'euros d'aide publique au développement, surtout quand on compte l'Union européenne qui a des financements assez importants pour la zone. Et quand on regarde les dépenses en matière de sécurité, on tombe aussi à peu près à 2 milliards d'euros, ce qui comprend Barkhane, mais aussi la MINUSMA, évidemment. Voilà, bon, au-delà des chiffres, parce que finalement, ce sont des montants un petit peu qui paraissent un peu abstraits et un petit peu théoriques au regard de la réalité des crises, comme vous le dites, enfin de la crise, ou peut-être même des crises d'ailleurs multiformes au Sahel. Donc évidemment, au-delà de ça pose des questions sur lesquelles on réfléchit constamment. Nous, au ministère notamment de l'Europe et des Affaires étrangères, ça pose la question de quelles sont peut-être les nouvelles modalités, des nouvelles configurations ou peut-être des contours qui restent encore à affiner ou à réinventer de cette aide publique au développement au regard notamment des nouveaux paradigmes de la crise. Quels sont les liens aussi entre l'aide publique au développement et sa vocation à agir sur la question sur les dynamiques de conflit, parce que si on a jusqu'à présent, ou peut-être en tout cas il y a quelques années, beaucoup conçu l'aide publique au développement comme un instrument de lutte contre la pauvreté, il implique peut-être de redéfinir un petit peu les modalités, les contours de cette aide publique au développement, si on veut aussi en faire un instrument disons, atténuation des dynamiques de conflit, de lutte contre les fragilités. Donc il y a des réflexions à avoir à ce niveau-là qui sont certainement encore en cours et pas encore abouties, et sur lesquelles évidemment on est très preneur d'avoir les inputs, désolé pour cet anglicisme, de la société civile. Voilà, il y a notamment aussi une tension un petit peu en termes d'aide publique au développement et de réponse à la crise en matière de temporalité, c'est-à-dire qu'on a des besoins qui sont de plus en plus urgents, de plus en plus pressants. Fanny, vous soulignez notamment la crise humanitaire, la situation humanitaire qui s'est beaucoup dégradée ces dernières années au Sahel.
et donc en même temps une nécessité de fournir des réponses rapides, qui parfois entre un petit peu en contradiction avec une nécessité notamment de favoriser, de répondre à des besoins qui sont exprimés localement, de favoriser aussi l'appropriation locale et nationale des processus qu'on met en place. Et donc, voilà, on a un petit peu cette tension entre faire les choses qui prennent du temps et puis arriver aussi à répondre de manière rapide à des besoins qui sont de plus en plus urgents. Voilà, je m'arrêterai là pour cette première intervention. Merci Madame Ohayon pour ces premiers éléments de réponse, hein, où vous montrez que bien évidemment à côté de cette question militaire de Barkhane qui aussi est dans une séquence un petit peu difficile, hein, en tout cas en ce qui concerne les échanges à fleuret moucheté, voire un peu plus, restons polis, entre les autorités françaises et maliennes, hein. Donc, vous nous avez montré qu'à côté de cela, bien évidemment, la France avait dans sa boutique, comme outil, l'aide au développement, l'aide publique au développement, peut-être aussi que cette question d'aide, qui est une terminologie qui interroge, fera réagir ou nos internautes ou les invités de ce soir, hein. Je rappelle à ceux qui nous suivent que bien évidemment, vous pouvez poser vos questions via le chat, donc en bas de l'écran. Nous allons donc entamer cette deuxième séquence qui est donc consacrée aux recommandations. Nous allons suivre le même ordre que dans la première partie et reprendre avec vous, Monsieur Jean-Hervé Jézéquel. Quels sont à peu près, à partir du tableau que vous avez dressé, des interventions des différents invités de ce soir, quelles seraient les stratégies, selon vous, à déployer pour dégager des réponses adaptées aux situations que vous analysez par ailleurs au quotidien depuis quelques années au sein d'ICG? Quel rôle entrevoyez-vous pour la France et la communauté internationale, même si on voit bien que les contours de la communauté internationale posent également un peu problème dans la mesure où, avec certains partenaires européens, nous n'avons pas les mêmes lectures de la situation au Sahel. Je remets mon micro. Bon, merci pour ces questions. Ce pas des questions faciles là aussi. Il n'y a pas de solution simple. S'il y avait des solutions simples, on les aurait déjà trouvées. Ça fait un. Peut-être deux. Il n'y aura pas de solution sans arbitrage. Des arbitrages politiques et des arbitrages politiques avec des gagnants et des perdants, avec des gens qui reçoivent plus, avec des gens qui perdent. Les gens étant définis comme des communautés, des individus, des politiciens, des pays. Donc ça, déjà, ça c'est mon premier point de départ, quoi. Enfin, tout le monde ne peut pas y gagner dans la résolution d'une crise, quoi. Ça c'est un. Ensuite, je pense qu'on a passé beaucoup de temps jusqu'à présent à déconstruire un peu les réponses venues d'en haut ou de l'extérieur. Et je pense qu'il faut le faire. Je préviendrai aussi de la réaction inverse qui serait de penser que des solutions sont par le bas, nécessairement. Et qu'en réalité, les premiers affectés sont ceux qui ont déjà des solutions clés en main et qu'il suffirait juste de les écouter pour pouvoir résoudre ce qui se passe dans la région. Si on parle, nous, en termes de stratégie, alors, donc, tout en ayant pris ces précautions, hein, en disant qu'on n'a pas la solution, je pense que sur ce qu'on appelle les approches multidisciplinaires, ce qu'on a, c'est qu'on a des approches qui étaient jusqu'à présent fondées sur trois piliers. Le sécuritaire, le développement et puis la gouvernance. Et on n'a jamais dit, nous, par exemple, qu'il n'y avait que des approches militaires. Je pense que ça, c'est une erreur depuis le départ, quoi. Il y a, depuis le départ, l'ensemble des acteurs disent que leur approche est multidimensionnelle et qu'elle repose sur ces trois piliers principaux. Parfois, il y en a enfin, les terminologies varient, mais c'est globalement ces trois principaux piliers, quoi.
ce que nous, on estime au sortir de nos analyses, c'est qu'en réalité, c'est autour du pilier sécuritaire que s'organisent les autres piliers. C'est-à-dire que quand on investit effectivement peut-être 1 milliard, 2 milliards dans le développement, une grosse partie de cet argent-là, il est investi dans des politiques qui sont au support des approches sécuritaires. Un exemple très simple, c'est de dire que quand le militaire dit la région de Ménaka, c'est la région où il faut investir parce que c'est la région qu'on a reprise ou qu'on essaye de reprendre au groupe djihadiste, l'injonction est faite finalement aux développeurs de rentrer dans cette région-là. Ils y parviennent très peu en réalité, mais on voit bien comment il y a une tentative au fond de subordonner les autres piliers, développement, gouvernance, aux piliers sécuritaires. C'est cette hiérarchisation des priorités qu'il faut remettre en cause. Sans doute, au fond, on fait le diagnostic comme je le faisais dans le début de cette conversation, la crise est une crise avant tout politique. Qu'est-ce que ça veut dire une crise politique? Ça veut dire que c'est une crise qui touche au fond à qu'est-ce que c'est que ce rapport entre l'État et les citoyens? Qu'est-ce que l'État apporte aux citoyens? Qu'est-ce que les citoyens doivent à l'État? Donc, si on fait que ce diagnostic-là, c'est avant tout c'est la nature du lien politique qui unit les citoyens du Sahel à leur État qui est en cause, il faut mettre le pilier gouvernance au centre. Et les piliers développement, je suis désolé de le dire ici d'ailleurs, le pilier développement et le pilier, et même le pilier humanitaire, et le pilier sécuritaire doivent être des piliers de soutien. Ils doivent venir au fond permettre le seul élément qui pourra permettre une résolution durable de la crise sahélienne, c'est d'ailleurs une réforme profonde en fait des modes de gouvernance. Quelle sera cette réforme profonde des modes de gouvernance? C'est pas moi d'en décider. Surtout moi, je suis un acteur extérieur, quoi. Par contre, il faut que cette conversation ait lieu, cette conversation politique ait lieu, ce dialogue politique ait lieu. Et ce dialogue-là, il doit être le plus inclusif possible. Et c'est là où on a des difficultés, c'est que un dialogue le plus inclusif possible, ça veut dire aussi intégrer une partie des insurgés en armes, y compris des insurgés en armes qui se battent au nom de valeurs qui pourraient apparaître au départ comme absolument contraires ou incompatibles avec celle d'autres valeurs, celle d'un État laïque, etc. etc. C'est cette conversation-là qui est très difficile à commencer, dont on voit quand même que depuis 2 ans, elle commence à se structurer. Et j'en veux pour preuve et pour démonstration la plus récente, l'annonce faite par le gouvernement malien qui confiait au Conseil islamique du Mali la tâche d'aller discuter avec les djihadistes maliens, et notamment avec Yad Agrali et puis Amadou Koufa. C'est ce dialogue-là, c'est ce pilier-là, c'est un pilier difficile, c'est un pilier où il y aura des arbitrages, c'est un pilier où il y aura des gagnants et des perdants, il y aura des gens satisfaits, des gens pas satisfaits. Qu'est-ce qu'on fait de la laïcité? Qu'est-ce qu'on fait de la notion de décentralisation? Jusqu'où la pousse-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire que la décentralisation par comparaison avec une solution par exemple fédérale? Toutes ces questions-là doivent être mises sur la table de toute façon, vu la gravité de la crise, vu l'incapacité d'une stratégie qui était avant tout orientée sur le sécuritaire de résoudre la crise. On n'a pas d'autre choix que de faire au fond, si on va avancer de manière substantielle, que de faire ce réagencement des priorités et d'engager ce dialogue au plus large. Sans pouvoir, et j'en finirai là-dessus, c'est que sans pouvoir dire quels seront les arbitrages qui seront donnés, parce que ça, c'est les acteurs, c'est de la négociation pure, et sans dire aussi que de cette conversation naîtra une solution. Une conversation, une négociation peut tout simplement échouer et peut déboucher sur une nouvelle phase de conflit. Mais à l'évidence, cette option du politique d'abord, du dialogue le plus inclusif possible, c'est l'option qui n'a pas été essayée sur les 10 dernières années. Je pense que s'il y a un aménagement massif à faire, un réajustement massif à faire, c'est celui-ci. Je vous remercie, M. Jézéquel, pour nous avoir ouvert un petit peu à cette phase de négociation qui, justement, qui s'ouvre à tout le moins au Mali, sans que pour l'instant, bien évidemment, nous ne puissions anticiper sur les résultats des dites négociations. Madame Fanny Petitbon, vous allez pouvoir donc reprendre les 4 piliers qu'avec la coalition citoyenne pour le Sahel, vous souhaitez développer et quelles sont les recommandations qui vous semblent les plus importantes à porter à la connaissance du public ce soir.
Donc tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de cette approche très sécuritaire qu'on avait vue jusqu'à maintenant. On voit quand même qu'il y a une inflexion qui se note très clairement dans les derniers mois, avec bien sûr l'annonce de la fin de Barkhane au premier trimestre 2022, mais aussi le fameux sursaut civil qui était inclus donc, dans le communiqué final du sommet de N'Djamena, qui regroupait les chefs d'État du G5 Sahel, mais aussi de partenaires internationaux, avec vraiment cette volonté de mettre l'accent sur renforcer l'accès des populations aux services de base au profit des populations pour voilà, aller vers une sortie pérenne de la crise et de ne pas maintenir les populations sahéliennes sous perfusion humanitaire. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais comme le disait Jean-Yves Ézéchiel, il y a vraiment besoin de ce dialogue inclusif. Et effectivement, ça n'a jamais été testé. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Même dans nos démocraties, à nous, le dialogue inclusif n'est pas toujours là sur un certain nombre de sujets. Donc, et c'est d'autant plus difficile avec des acteurs dont les valeurs, effectivement, peuvent être fortement contradictoires. Entre elles. Donc, il y a quand même quelque chose une dynamique assez favorable. Maintenant, là où moi je voulais vraiment mettre l'accent ce soir, c'était sur la question de la réponse humanitaire, forcément avec le mandat qu'a mon organisation, puisque je le rappelais, les besoins sont énormes, mais l'accès, il est extrêmement compliqué au Sahel. À la fois de parler les violences contre les civils dont on parlait, mais aussi la situation d'insécurité vis-à-vis d'ONG, de structures humanitaires comme la mienne, puisque avant, le fait d'avoir un logo d'une ONG, c'était un gage de sécurité, ça ne l'est plus maintenant. Il y a de plus en plus d'attaques contre les humanitaires, même si elles sont moins importantes, bien sûr, que contre les civils, souvent parce qu'on est assimilé à des agents de différents gouvernements parce que certains d'entre nous, effectivement, nous recevons des financements, mais pour mener une action qui est impartiale, qui est neutre et qui répond vraiment aux besoins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Mais pour ça, ça veut dire aussi que les bailleurs de fonds jouent le jeu, y compris la France, puisque ce qui peut nous mettre en danger, c'est quand les lignes sont floutées entre les types d'actions qui sont menées d'un côté par nous humanitaires, mais aussi par les forces armées, qui elles aussi mènent des actions d'aide humanitaire, ce qui peut se comprendre, notamment sur le fait d'être accepté dans les pays, que ce soit au Sahel ou ailleurs, donc notamment avec des distributions, par exemple, d'aide alimentaire. Mais ce faisant, en fait, elle crée un flou qui met en danger les humanitaires sur le terrain, que ce soit des expatriés, mais aussi tout à fait des humanitaires locaux. Et donc, l'une des recommandations que porte la Coalition pour le Sahel, c'est vraiment de mettre en place une définition très claire entre le type d'action humanitaire que peuvent faire des militaires et les types d'actions humanitaires que font les ONG. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va faire des distributions de couverture, de vivres, de renforcer l'accès à l'eau, des premiers soins. Par contre, les ONG militaires ne vont pas être en mesure de construire des routes, des infrastructures, ce que peuvent faire des militaires. Donc ça, c'est important d'avoir une définition plus stricte là-dessus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a des échanges avec la France, mais sur lesquels on a un peu du mal à avancer. Ensuite, il y a un autre enjeu pour nous, c'est le fait en tant qu'humanitaire, pouvoir dialoguer avec l'ensemble des parties au conflit. La réalité du terrain fait que nous devons pouvoir négocier avec notamment des groupes armés non étatiques pour pouvoir avoir accès aux populations. Et ça, c'est quelque chose qui parfois peut nous être reproché par des bailleurs de fonds qui pensent que l'on transige avec certaines valeurs, avec nos principes. Ce n'est pas une question de prise de position politique de notre part, mais c'est vraiment la seule manière parfois d'accéder aux populations les plus vulnérables. Donc, avoir cette compréhension, clarification comprise par les bailleurs est très importante. Donc, ça, c'est sur les enjeux d'accès. Sur les enjeux, tout à l'heure, je parlais des financements humanitaires. Il y a des plans de réponse humanitaire donc, qui sont définis par les Nations Unies chaque année pour chacun des pays. Et par exemple, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, l'année dernière, ils étaient financés à peine à 50% pour le Mali et à peine à 60% pour le Burkina et le Niger. C'est de l'argent qui va à la fois vers des institutions multilatérales, qui vont à la fois vers des ONG, mais c'est insuffisant pour répondre aux besoins.
Et ce dont on a besoin, c'est effectivement que les bailleurs de fonds puissent abonder suffisamment, mais aussi qu'ils s'assurent que la moitié de ces financements aillent vers des ONG, y compris vers des ONG locales. Nous ne sommes pas non plus, nous, humanitaires complètement parfaits. On doit davantage travailler sur le fait de pouvoir aussi partager ces financements avec des ONG locales, parce que c'est vrai que sur les réponses d'urgence, on a tendance à vouloir faire un peu tout nous-mêmes. Donc, on doit aussi nous s'améliorer, mais ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, Fanny Petitbon, je vous remercie pour avoir dressé ce tableau, les conditions dans lesquelles les humanitaires travaillent, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement. Et bien évidemment, on ne peut qu'être très respectueux à l'endroit de votre travail quotidien dans ces zones difficiles. Et on sait aussi combien cela peut être compliqué de travailler dans un contexte civilo-militaire et tout ce que cela peut charrier en termes de représentation et donc d'acceptation par les populations. Monsieur Sambou, nous allons reprendre la parole avec vous. Je rappelle bien évidemment à chacun que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, selon vous, à partir des différents exposés des invités, comment la communauté internationale, la France, peuvent-elles mieux soutenir les initiatives locales de paix et étant entendu votre statut au sein de l'ONG Hazard, quel est le rôle des jeunes et des femmes dans cette architecture de paix ? Le micro. Excusez-moi. Donc, le rôle d'abord de la communauté internationale, notamment de la France, dans le soutien qu'elle peut apporter aux initiatives locales de construction de paix. Je pense que ce rôle est déterminé par l'impératif d'alternative que j'évoquais tout à l'heure pour une résolution des conflits. Un impératif qui est basé sur une nouvelle approche qui doit être celle de la non-violence et du non-militaire, de l'outil non-militaire. Nous sommes dans ce paradigme en fait, auquel croient en fait, les résidents de toutes les zones d'études que nous avons visitées. Et une étude récente a été menée par Hazard sur les mécanismes communautaires de gestion des conflits, donc, y compris des conflits fonciers. Alors, il ressort de cette étude que ces mécanismes communautaires, parce qu'ils sont endogènes, parce qu'ils sont portés par les acteurs influents communautaires, notamment les chefs de village, les chefs religieux, ces mécanismes sont plébiscités par rapport aux mécanismes portés par les États, qui très souvent sont des mécanismes de gestion-résolution qui sont structurés autour du militaire, donc autour de la sécurité, de ce pouvoir régalien. Donc, il faut assurer la sécurité des biens et des personnes. Alors, ces mécanismes sont plébiscités parce que c'est des mécanismes de gestion pacifique des conflits. Ça permet de maintenir la cohésion sociale parce qu'à vrai dire, la problématique fondamentale aujourd'hui au centre et au nord du Mali, c'est la question de la cohésion sociale, qu'a empiré les violences communautaires et l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc, intervenir pour la pacification, la stabilisation au Mali, c'est prendre à bras le corps ces questions de cohésion sociale et encourager en fait toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Après, bon, l'État français a son agenda, a sa politique. On ne peut que rappeler ce que nous disent les données du terrain. Le rôle des jeunes et des femmes a été révélé dans des études que nous sommes en train de mener, notamment dans le cadre du projet Jeunes et Paix. Alors, quand on demande aux jeunes, en fait, comment ils perçoivent leur rôle d'acteurs dans la construction de la paix au Mali, ils pensent en fait qu'ils peuvent jouer un rôle de sensibilisation. Alors, ce résultat, en fait, est révélateur de beaucoup de choses. Ça signifie que, d'abord, les jeunes cantonnent leur rôle dans la pacification, dans le processus de pacification, à une sensibilisation pour
pour la promotion de la paix, ce qui est déjà quelque chose. Donc, il s'auto-exclut déjà en fait de toutes les instances de prise de décision. Et quand on s'intéresse à cette variable de représentation et de participation des jeunes aux instances de prise de décision, plus particulièrement aux mécanismes tels que les comités consultatifs de sécurité, mais aussi les commissions foncières, on s'aperçoit que les jeunes et les femmes sont sous-représentés et ne participent pas, en fait, ne participent pas à ces instances. Alors que les textes juridiques précisent clairement qu'il doit y avoir une part de jeunes, une part de femmes, mais aussi des représentants de l'État dans ces comités consultatifs de sécurité. Ces comités consultatifs de sécurité, pour rappeler le contexte, c'est dans le cadre de la réforme sur le secteur de la sécurité. Donc, c'est une nécessité. On parlait tout à l'heure, Jean-Hervé Jézéchiel parlait de réforme profonde. Cette réforme a été entamée. La RSS semble fonctionner, mais il y a des limites dans cette réforme, notamment la participation des jeunes et des femmes pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, de contribuer pleinement à la reconstruction de la paix. Parce que ce potentiel des jeunes qui est dans l'ordre du dynamisme, de la créativité, mais aussi du contact facile, peut contribuer, il me semble, à restaurer, à rétablir en fait la paix dans certaines zones. D'autant plus que ce sont les mêmes jeunes en fait qui, faute d'opportunités, qui les engagent dans le rôle qu'ils peuvent jouer dans la pacification des relations, qui vont s'engager en fait dans les groupes tels que la Katiba du Massina, tels que Dana Ambasagou, donc des groupes où ils se sentent valorisés. Donc, ils sont au service en fait de leur communauté parce qu'ils sont dans des groupes armés, des milices d'autodéfense. Donc, il y a des stratégies pour les partenaires, pour la communauté internationale à pouvoir déployer pour plus s'intéresser à la contribution en fait ou à la valorisation de la contribution des jeunes dans la pacification des relations et que cette contribution ne soit pas seulement une contribution de sensibilisation, mais que les jeunes et les femmes participent aux instances de prise de décision. Pour rappel, en fait, les jeunes et les femmes sont beaucoup plus exposés aux violences, que ce soit des violences des engins et mines explosifs, que ce soit des agressions liées au genre, que ce soit en fait tous les impacts sur les moyens d'existence des populations locales. Parce qu'aujourd'hui, c'est la problématique dans le centre du Mali. L'extrémisme violent, les violences communautaires ne font pas que soulever la problématique internationale de la France qui doit lutter contre des groupes armés radicaux, mais pose la question de la destruction en fait, des moyens d'existence des populations. Et donc, il y a lieu d'intervenir sur ces questions à travers des programmes de création d'initiatives économiques, renforcer les capacités des jeunes et des femmes, mais tout cela autour d'une stratégie du dialogue. Le dialogue doit être inclusif, il doit être double. Le dialogue entre l'État malien et les groupes armés, mais aussi le dialogue entre les groupes armés eux-mêmes, notamment les groupes armés d'autodéfense. Merci. Alors, Monsieur Sambou, je vous remercie pour ces précisions, pour justement avoir pointé du doigt le fait que finalement les jeunes et les femmes qui sont fortement plébiscités dans les réponses à apporter à ces crises sahéliennes, au pluriel, comme cela a été souligné en plusieurs occurrences, mais qui finalement, au-delà des stratégies discursives, il n'y a pas de vérification dans les faits, et c'est peut-être justement un point sur lequel il faudrait davantage se pencher pour que les jeunes, comme vous l'avez rappelé, qui sont au premier rang touchés par les djihadistes, ou en tout cas peuvent être des cibles d'enrôlement, participent pleinement à la reconstruction des sociétés sahéliennes, voire à stabiliser la situation. Alors, je vois qu'un certain nombre d'internautes sont un petit peu frustrés parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas suffisamment d'exemples.
concret. Il est évident qu'avec une thématique assez large, nous sommes bien évidemment contraints à des exposés qui le sont tout autant. Mais bien évidemment, pour celles et ceux qui trouveraient cela insuffisant, je vous invite soit à poser des questions précises, soit bien, à contacter ultérieurement nos invités de ce soir. Alors, Madame Ohaillon, lors de la préparation de cette session, vous avez abordé la question du séquençage, qui donc serait un outil de la France, sécurité, stabilisation, développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce séquençage, et est-ce qu'il y a une interpénétration possible entre les différentes séquences sus-mentionnées? Parce que c'est vrai qu'a priori, cela ne semble pas très clair si chacune des séquences fonctionne en silo. Je vous laisse 5 minutes de temps de parole afin que, bien évidemment, nous puissions respecter notre engagement vis-à-vis des gens qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, je veux dire quelques mots là-dessus. Alors, ce séquençage, sécurité, stabilisation, développement, bon, c'est une tentative. Alors, ça fait référence à ce fameux nexus aussi, sécurité, développement, donc qui sont des termes qui sont pas nouveaux et qui n'ont pas été inventés par la France ni dans le cadre de la réponse à la crise au Sahel. C'est une tentative justement de trouver une articulation entre tous ces différents outils qui sont mis en place pour répondre à la crise. Alors, il y a évidemment un aspect un petit peu théorique, ça suppose une certaine linéarité, ça suppose qu'on fournit une première réponse qui fonctionne et ensuite on enchaîne avec une deuxième réponse, un deuxième outil, etc. Évidemment, dans la réalité, on est dans des séquences qui sont toutes ensemble, à peu près tout en même temps. Donc ça, on en est bien conscient. Ça reste néanmoins, pour l'heure, le meilleur, en tout cas la meilleure approche qu'on ait en tout cas réussi à trouver au niveau de la réponse française. Il y a eu un renforcement assez important du caractère interministériel de l'approche française sur le Sahel. Je suis moi-même, on fait partie au centre de crise de cette articulation interministérielle, donc je l'ai vu aussi beaucoup évoluer, même si évidemment il ne faut pas s'auto-congratuler, il y a encore beaucoup de défis, mais ceux qui ont déjà travaillé pour un ministère savent que l'interministériel, c'est un défi non négligeable. Donc voilà, ça c'est un premier point. Donc encore une fois, c'est une approche qui n'est pas parfaite, mais qui reste, en tout cas pour le moment, intellectuellement et également sur le terrain, un petit peu pour l'instant la solution qui est mise en œuvre. Je voulais revenir aussi un petit peu sur cette question des piliers qui est liée un petit peu aussi à cette dynamique du séquençage et notamment du pilier de l'importance en fait, du volet politique, du pilier politique que mentionnait Jean-Hervé. Et c'est un petit peu l'esprit en fait du sursaut civil qui a été préconisé au sommet de N'Djamena. Et donc c'est vraiment cette idée de replacer l'État, les États et donc les processus de gouvernance, les modes de gouvernance au cœur du sujet. Et ça, encore une fois, on en est bien conscient en France que c'est évidemment le nœud en fait du problème, c'est cette question de la gouvernance. Sauf que ça reste en fait finalement celle qui est la plus difficile à appréhender, y compris d'un point de vue politique et y compris d'un point de vue aussi de l'aide publique au développement. C'est-à-dire que c'est toujours le volet sur lequel finalement on a le plus de difficultés à identifier des actions qui peuvent être, qui sont efficaces, à chercher à avoir des résultats et à trouver ces résultats et à les mesurer aussi, parce que évidemment c'est quelque chose le lien entre les gouvernants et les gouvernés, c'est quelque chose de difficilement tangible et donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer que l'infrastructure ou l'accès aux services de base. Évidemment, c'est encore une fois vraiment le nœud qui est le plus compliqué à démêler, sur lequel on a le plus de mal à faire de progrès. Et puis surtout, c'est compliqué aussi parce que ça renvoie un petit peu, ça nous met en tant que France et en tant que communauté internationale aussi un petit peu face à nos limites. C'est-à-dire que c'est en fait cette réforme de la gouvernance à laquelle appelle Jean-Hervé, c'est essentiellement en fait un processus qui doit être national et local. Et c'est là où, en tant que partenaire extérieur, on touche vraiment aux limites de notre intervention et aux limites de nos possibilités.
et même de la pertinence d'ailleurs d'avoir une influence sur ces processus, puisque tant que ces processus de réforme, de mode de gouvernance ne viendront pas des autorités et de la société civile locale et nationale, tout ce qui sera imposé de l'extérieur, en fait, par définition, ne fonctionnera pas. Et donc là, c'est un petit peu où, en tant que communauté internationale et France, on arrive un peu à nos limites. Et un dernier point, peut-être rapidement, sur un petit peu, encore une fois, cette aide publique au développement et les différents outils que la France mobilise pour répondre à la crise au Sahel. En fait, la France n'agit pas seule en matière d'aide publique au développement. Une bonne partie de l'aide publique au développement est mise en œuvre par les ONG, dont encore une fois une bonne partie, vous êtes présents ce soir, par les ONG, par la société civile, les ONG internationales, les ONG locales aussi, qu'on essaye de plus en plus de soutenir. La France a pris certains engagements d'ailleurs en matière de localisation de l'aide, etc. Et donc voilà, moi je voulais souligner aussi le rôle des ONG, de la société civile, aussi à pouvoir proposer des approches qui peuvent être innovantes, qui restent peut-être encore aussi à discuter, à inventer. Mais voilà, la France, enfin les États globalement qui mettent en œuvre une aide publique au développement restent aussi un petit peu soumis à la capacité d'agir des partenaires de mise en œuvre, encore une fois, qui sont pour une bonne partie les ONG, la société civile locale. Et donc, bien évidemment, la discussion est ouverte sur ce sujet, et y compris aussi pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir des approches qui favorisent la gouvernance. Et encore une fois, et là, je parle peut-être sous mon prisme un peu restreint du centre de crise et de soutien, mais nous, on travaille beaucoup avec les ONG et la société civile. Et donc, on est toujours très preneurs, en fait, d'avoir ce genre de discussion pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles approches qui peuvent être proposées par la société civile et les ONG et que la France peut soutenir pour justement renforcer cette approche politique et ce nœud important qui est la gouvernance. Alors, je vous remercie, Madame Ohaillon. Alors, évidemment, eh bien, je pense que les différents représentants ou membres d'ONG auront des réponses, bien évidemment, à vous apporter, puisqu'ils sont porteurs de ces solutions et qu'ils ont commencé à développer les piliers, les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Avant d'entamer un petit peu ce débat, et pour ne pas rester dans l'entre-soi, je vais prendre quelques questions, étant entendu que, eh bien, même si l'échange est extrêmement riche, le temps file. Alors, quelques questions. Monsieur Jézéquel, vous avez avancé que sur le plan de la gouvernance, il pourrait y avoir des gagnants et des perdants. Est-ce que cela signifie pour vous qu'il faut accepter de régresser sur certaines valeurs ou non? Je pose une ou deux autres questions, comme ça on prend une salve et vous aurez par la suite la possibilité de continuer à échanger. Et là, c'est peut-être à l'attention de Monsieur Sambou ou de Madame Petitbon. Dans cette crise, comment les ONG locales et étrangères sont-elles perçues par les populations? Quelles relations avec les États, notamment les services publics au niveau local? Une autre question qui est beaucoup plus d'actualité, qui bien évidemment est un sujet assez brûlant, s'il en est, quel est le ressenti, et je ne sais pas qui pourra répondre à la question, mais Monsieur Jézéquel, peut-être que vous serez à nouveau sollicité, quel est le ressenti de la population malienne sur l'implication des mercenaires de la société Wagner au sein des conflits au Sahel, considérant que pour l'instant, la question se pose davantage au Mali. Enfin, dernière question, par rapport à l'insécurité, les causalités de l'insécurité au Sahel ont été plutôt bien identifiées. Il est entendu qu'en moins d'1h30, nous ne pouvons pas apporter toutes les réponses, mais un internaute nous pose toutefois la question suivante, qu'est-ce qui doit être fait de différent? Et là, je laisserai donc à chacun le soin de prendre la parole. Dans quel ordre? Dans le même ordre? Écoutez, oui, dans le même ordre, comme ça au moins on garde une certaine discipline. Ok, la question sur les valeurs.
au fond, bon, de quelle valeur parle-t-on et qui est sûr de détenir les bonnes valeurs ici? Avec quelle assurance? Qu'est-ce que c'est que, par exemple, la démocratie au centre du Mali? La démocratie, c'est pour beaucoup de gens le régime qu'on a mis en place à partir du début des années 90, qui veut dire en gros des forces de sécurité, par exemple, qui sont corrompues, une justice qui est inefficace, qui parle dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc, en fait, de quelle valeur exactement veut-on parler? Je pense aussi qu'on est dans une région où les valeurs ont aussi une histoire, plusieurs histoires d'ailleurs, hein, une histoire coloniale de ces notions-là, hein, de la notion de progrès, par exemple, hein, sur laquelle il faudrait revenir. L'islam, le djihad ont aussi une histoire. Au centre du Mali, c'est sous la dynastie du Massina que, par exemple, les lois foncières ont été mises en place. Et je ne développe pas une vision naïve ou positive nécessairement. Hein. La dynastie du Massina, c'est aussi un moment de violence. C'est ça que je veux dire quand il y a des perdants et des gagnants, c'est que je crois qu'il faut laisser avant tout aux acteurs locaux, ceux qui seront les premiers concernés par ces arbitrages, à le soin de les mener eux-mêmes, de voir jusqu'où ils veulent bien aller. Pour rappel, on est aussi dans une région ouest africaine où plusieurs États vivent en appliquant entièrement ou partiellement la charia. Est-ce que c'est des catastrophes ou pas? Je ne sais pas. La Mauritanie est une république islamique. C'est un pays qui n'est pas affecté par le phénomène terroriste, en tout cas pas depuis le début des années 2010. Alors, il y a plein de raisons là-dessus, hein, on peut revenir, hein, mais c'est vraiment un bon modèle. Il y a plein de problèmes qui s'y posent. Non, le nord du Nigeria, plusieurs États ont adopté. Là aussi, ce n'est pas nécessairement des modèles, mais ce n'est pas nécessairement ça qui explique. L'adoption de la charia s'est faite aussi avec le développement de mouvements terroristes qui d'ailleurs sont critiques hein, des mouvements salafistes plus classiques. Donc, avant qu'on se pose en fait en gardien des bonnes valeurs, je pense qu'il faut s'interroger après 10 ans en fait d'échec à tenir ce discours de il y a un camp des mauvais et il y a un camp des bons et nous sommes nécessairement entendus. Et je pense que ça c'est l'erreur la plus fondamentale qui est faite sur cette région-là. Si vous voulez, je vais laisser la parole aux autres aussi pour que tout le monde puisse parler. Et si vous voulez que je revienne sur cette question de Wagner et de Russe, je le ferai avec plaisir. Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup. Je voulais peut-être juste enchaîner sur la perception des ONG. Il y a aussi d'autres questions qui sont liées à l'action des ONG auxquelles je voulais juste répondre rapidement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille à la fois sur des enjeux humanitaires de développement, sur le développement, on travaille quand même essentiellement avec des associations locales, en fait. Ce qui se passe, c'est que nous, ONG internationales, on va souvent obtenir des financements, mais qu'ensuite, en fait, on donne à des associations qui ont vraiment une connaissance du terrain, des expertises complémentaires sur les enjeux d'accès à l'eau, sur les enjeux de santé. Et c'est plutôt bien vu parce qu'en fait, dans un certain nombre de ces pays, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements sont dans une situation où ils sont extrêmement en difficulté pour permettre l'accès à leur population à ces services de base. Donc en général, ça se passe plutôt bien, surtout que le travail qui est fait, il est fait avec ces associations locales qui sont intégrées dans le tissu local et avec cette volonté de plus en plus que les personnes qui reçoivent l'aide ne soient pas des bénéficiaires, mais des participants. Ça, c'est vraiment un changement de sémantique aussi dans la manière dont on parle. Donc, qui construisent avec nous les projets, les activités. Et d'ailleurs, par exemple, c'est le cas pour l'ensemble de nos ONG. Les programmes, ils ne sont pas décidés au niveau de Paris. Ils sont décidés au niveau des bureaux, pays de nos organisations, en fonction des besoins qui sont observés sur le terrain. Et CARE ne va pas intervenir sur une thématique si le gouvernement fournit déjà ce service ou si une autre ONG le fait. Donc, voilà, première chose. Sur l'humanitaire, par contre, on est moins bon. Sur les réponses aux urgences, on a un peu cette tendance mauvaise de vouloir intervenir nous-mêmes. Et donc ça, c'est ce fameux sujet de la localisation de l'aide sur laquelle on s'est engagé pourtant en 2016 à être meilleur, donc à davantage passer par des associations locales pour répondre à des enjeux vraiment immédiats de réponse aux besoins des populations, notamment quand il y a un conflit qui s'aggrave. Ça, on n'est pas très bon, il faut qu'on s'améliore, et notamment avec l'aide des bailleurs qui doit être plus flexible pour permettre ça. La dernière chose que je voulais dire, c'est que dans les commentaires, j'ai vu une personne dire que nous recevrons de l'argent du ministère français ou éventuellement de bailleurs européens, et donc ça veut dire que nous servons les intérêts des gouvernements. Je
tiens à rappeler que nous sommes tenus en tant qu'ONG à respecter des principes humanitaires. Je rappellerai qui sont vraiment la neutralité, l'impartialité, l'indépendance. C'est-à-dire que même si on reçoit des financements, puisque nos financements sont divers, hein, ça peut venir effectivement de pays, d'agences de banques de développement, ça vient aussi de personnes, de Français qu'on rencontre dans la rue qui décident de nous soutenir, ça peut être des fondations, c'est diversifié, mais dans notre travail sur le terrain, on fait notre intervention en fonction des besoins, on ne regarde pas les origines des populations, on ne regarde pas quelles sont leurs religions, c'est vraiment à partir des besoins. Et on n'est pas là pour servir des intérêts politiques de pays, que ce soit par exemple en termes de contrôle des flux migratoires. Et je tiens à le préciser parce que c'est extrêmement grave de remettre cela en question. Donc, si vous voulez plus de détails, on pourra continuer ces discussions plus tard, mais je voulais quand même le dire. Merci Fanny pour ces précisions hein, et pour avoir bien rappelé l'indépendance dans laquelle vous vous situez en dépit de soutien de PTF de différents horizons. Monsieur Sambou, je vous laisse la parole. Alors, attends, ouais, c'est bon. Donc, toujours sur cette question de la perception qu'auraient les individus à l'endroit des ONG, qu'elles soient internationales ou locales. Donc, nous avons fait chez Hazard deux observations antagoniques, ou du moins contraires. Nous avons posé cette question à des résidents en fait, du nord du Mali sur la perception qu'ils avaient à l'endroit des ONG. Il se trouve que cette perception elle est meilleure en fait, que celle qu'ont les résidents en fait, des régions du centre. Alors, un des facteurs explicatifs pourrait être que parce que la violence communautaire, l'extrémisme violent et le terrorisme étant beaucoup plus intense dans le centre du Mali, ça, les données de Aclid le montrent aisément, ça pourrait s'expliquer par cette situation pourrait expliquer soit une non-présence des ONG locales et internationales sur cette partie pour des questions sécuritaires, ou par d'autres facteurs en fait, que des membres de l'assistance pourraient compléter. Mais l'extrémisme violent a quand même, il nous semble, par hypothèse, c'est quelque chose à vérifier. Il faudrait mener une étude précise sur cette question de la perception et faire une comparaison nette dans ces deux cas. Mais ce qu'on peut dire, le constat qu'on en tire, c'est que la perception est meilleure dans le nord du pays que dans le centre du pays. Et que cette perception par rapport à celle qu'ont les résidents locaux à l'endroit des autres acteurs, tels les chefs de village, les chefs religieux, elle est moins bonne. Donc, la perception que les acteurs peuvent avoir à l'endroit des ONG. Mais que cette perception à l'endroit des ONG est meilleure que celle à l'endroit des acteurs de la justice, des représentants de l'État et parlementaires. Donc, voilà les résultats, en fait, les résultats du terrain par rapport à la perception. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Deux précautions peut-être qui nous apporteraient des réponses. Éviter dans notre théorisation comment dire, de penser le développement sans le sécuritaire. C'est parce qu'on pense le développement sans le sécuritaire qu'on arrive à ne pas aussi intégrer la préoccupation de certains acteurs des ONG locales et internationales qui est qu'il faut qu'ils soient protégés d'abord. Donc ça, c'est un impératif. Il faut que ces ONG soient protégés pour pouvoir faire leur travail sur le terrain. L'autre aspect, c'est que nous avons tendance, et ça nous revient dans les données, c'est rejeté par les acteurs locaux, à penser que la solution viendrait forcément en fait de l'État ou des ONG internationales qui sont basées au niveau des capitales, donc au niveau de Bamako. Alors que les solutions, les initiatives, elles sont locales, elles sont portées, elles sont renforcées, elles sont développées, et que beaucoup d'acteurs n'attendent qu'à être appuyés. Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous donner est-ce que vous pourriez nous développer un petit exemple avant que nous cédions la parole à Madame Ohayon? Par exemple, dans les zones précises de Koro et Douenza, quand nous avons fait en fait l'étude sur l'extrémisme violent,
une enquête a été faite sur la question des perceptions au niveau des ONG. Cette perception, elle est quasi nulle en fait par rapport aux autres acteurs. Donc, ce sont des zones aussi qui sont en proie aux violences communautaires, à l'extrémisme violent. Je précise en fait que certains groupes armés jouent presque le même rôle en fait que certaines ONG locales. Donc, cette concurrence, les compétitions par rapport aux services sociaux de base pourrait peut-être expliquer qu'on ait plus confiance en un acteur local qui s'est engagé dans un groupe armé d'autodéfense qui m'apporte les moyens de subsistance plutôt qu'en un acteur basé à Bamako, qui plus est étranger, qui semblerait... Il y a aussi la question de la lassitude qu'il ne faut pas du tout exclure. On est là à 8 ans, 9 ans de conflit. Plein d'acteurs font remonter des informations comme quoi ils voient tout le temps des ONG, que les enquêtes, en fait, il y a des enquêtes à n'en plus finir, ils ne voient pas le bout du tunnel, la situation sécuritaire se dégrade tout le temps. Il y a cette perception aussi voilà, que les ONG aussi sont là parce que c'est leur chou gras qui se font de l'argent sur les populations, qu'il n'y a pas de travail concret de fait. Et donc, pour sortir de cette impasse, je finis par là. Je pense que Fanny l'a souligné très rapidement. La question de la représentation et de la participation des acteurs locaux, elle est immensément importante. Les faire participer à toutes les initiatives, y compris celles qui doivent être construites par des ONG internationales. Ça, c'est très important pour améliorer la perception que des individus locaux doivent avoir à l'endroit des gens qui prétendent venir les aider. Et donc, l'aide aussi. Alors merci, Monsieur Sambou, pour avoir rappelé un petit peu l'embouteillage de ces différents acteurs, la perception qu'en ont les populations et comment, selon vous, il est important que, bien évidemment, elles soient au cœur des solutions qui soient apportées demain pour justement aller vers une solution de paix durable. Madame Ohayon, je vous laisse la parole. Je suis désolée, je sais que les conférences d'1h30 sont une série de frustrations, mais dans quelques minutes, nous serons contraints de nous quitter, peut-être pour mieux nous retrouver une prochaine fois. Merci, je serai rapide. Je vais revenir juste sur un point, sur le point de la question de la relation entre l'État et les ONG, sur un ou deux points. Donc, la France, en tant que bailleur, comme je le disais, travaille beaucoup avec les ONG qui sont en fait les acteurs de mise en œuvre de cette aide au profit des populations sur le terrain. Étant entendu, évidemment, que ce sont les ONG qui sont sur le terrain, qui identifient, qui connaissent les besoins. Et donc, voilà, il y a cette relation à prendre en compte. Il y a ce partenariat forcément parce que les financements, pour une bonne partie en tout cas, proviennent de bailleurs publics, dont la France. Mais encore une fois, et nous on insiste bien sur ce point, que ce sont les ONG qui identifient les besoins, qui savent aussi donc ce qui est nécessaire de faire sur le terrain. Et nous, en tout cas, on fait notre maximum pour être à l'écoute de ce qui remonte des ONG. On a un dialogue assez étroit, notamment mené par le centre de crise, entre le centre de crise et les ONG, en particulier les ONG françaises, donc qui nous nourrit beaucoup dans nos stratégies d'intervention. Et je souligne aussi que donc la France est évidemment très attachée au respect des principes humanitaires, du droit international humanitaire, etc. Ce sont des priorités qui ont été répétées, notamment par le président de la République lors de la conférence humanitaire l'année dernière, qui seront portées aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Enfin voilà, tout ça pour dire que donc on a beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. On a une attention particulière aussi sur la question de la localisation de l'aide, comme le disait Fanny, et ça je pense qu'il faut effectivement qu'on soit tous meilleurs là-dessus. Ça passe évidemment par la flexibilité des bailleurs aussi, et puis nous on a un peu une tension entre favoriser cette localisation de l'aide et puis certaines contraintes, y compris en matière de procédure ou de redevabilité, qui font que c'est aussi parfois moins facile de financer des acteurs locaux ou des acteurs nouveaux. C'est un défi qu'il faut continuer à relever, mais qui n'est pas évident. Et peut-être quand même un dernier point pour challenger un petit peu tout ça sur la question du rôle des ONG, qui encore une fois, je le souligne, est essentiel, surtout justement dans des pays où les États sont souvent pas en mesure de fournir même les services essentiels à leur population.
il y a quand même, et ça il faut le reconnaître sans pour autant arriver à trouver une solution, mais une tension aussi entre ces activités des ONG et des phénomènes de substitution vis-à-vis des autorités étatiques auxquelles ça risque de mener de manière un petit peu inévitable, peut-être, j'ai envie de dire. Et pour autant, est-ce qu'on devrait ne plus répondre aux besoins des populations? Évidemment, non. Mais peut-être être conscient aussi un petit peu de ces limites-là et de cet équilibre qui reste à trouver aussi entre les ONG, la société civile, qu'elle soit locale, internationale, et cette question aussi de l'État et de ne pas s'y substituer outre mesure. Voilà. Alors, merci Cynthia pour avoir rappelé en fait ce travail avec les ONG, les défis, les limites auxquelles vous êtes confrontés. Et parmi ces limites, eh bien, effectivement, le problème d'empiéter sur des prérogatives régaliennes comme les services de base. Alors, Jean-Hervé Gézéchiel, rapidement, puisque nous arrivons à 20 heures bientôt, dans quelques secondes, est-ce que justement vous pouvez avancer quelques pistes d'analyse concernant cette arrivée ou non des milices Wagner et de l'appréciation de cette arrivée par les populations maliennes? Oui, très rapidement, je profite quand même pour dire, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Cynthia, c'est l'approche par le bas, par les communautés, la société civile, c'est très important. Il ne faut pas oublier l'État, en fait, aussi. Et attention au risque de trop contourner l'État qui est partie du problème, mais qui fera partie aussi des solutions. Sur Wagner, bon, en fait, la chose n'est pas faite. Il y a beaucoup aussi pour l'instant, on est de l'ordre de la rumeur, un peu avancé quand même, hein, il faut le reconnaître. Rien n'est encore très public, très officiel. Beaucoup de jeux de bluff, il ne faut pas se leurrer sur le fait que cette affaire se passe aussi à un moment où il y a des enjeux politiques à court terme, hein, qui sont la prolongation ou pas de la transition. Donc attention aussi à aussi ces parties de bluff qui sont en train de se jouer entre les acteurs. Ceci dit, pour moi, ce n'est pas que du bluff, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la substance ici. Je crois qu'il y a une forme d'engouement pour cette espèce de solution russe, dont on a vu ailleurs qu'elle est rarement une solution en réalité, qu'elle s'accompagne de pas mal de violence, hein, quand on regarde ce qui se passe en Centrafrique ou quand on voit ce qui se passe en Libye. Et là aussi, pour l'État, ce n'est pas une très bonne nouvelle aussi, où on a en fait des formes d'intervention qui capturent aussi des segments de financement de l'État. Mais pourquoi quand même cet engouement cet engouement relatif pour cette solution Wagner? Pour moi, il faut le lire à l'aune de l'échec des politiques menées depuis 10 ans. C'est-à-dire que ce qui explique au fond l'engouement très relatif pour Wagner, c'est le fait que la solution qu'on a apportée jusqu'à présent, elle ne séduit plus. Et donc, il y a une recherche d'une forme alternative, en fait. Et ça, je trouve que c'est inquiétant si ça prend la forme d'une compagnie de mercenaires, parce que, à l'évidence, ce ne sera pas la solution. Mais comprenons d'où ça vient. N'écartons pas ça simplement d'un revers de la main en disant tout ça, c'est des manipulations d'un président russe ou des manipulations, c'est la guerre de communication. Non, ce n'est pas que de la guerre de la communication. Il y a une forme de guerre de communication. Il y a aussi de la substance. Et dans la substance, il y a l'échec d'une politique qui a été menée jusqu'à présent et la recherche aujourd'hui par tâtonnement, avec des pistes plurielles qui s'offrent au Mali et à la région sahélienne, de différents nouveaux acteurs qui peuvent jouer un rôle, de nouvelles stratégies qui peuvent jouer un rôle. Nous, on a beaucoup parlé de stratégie par le bas. Il y a d'autres qui parlent de stratégie par des nouveaux acteurs forts militaires. Alors, merci Jean-Hervé Gézéchiel. Là, c'est la relevée de la gageure en 2 minutes de traiter de cette question, mais je pense que vous avez abordé les questions de fond. Il est 20 heures passées. Je remercie les différents invités pour vous être investis dans ce débat extrêmement riche. Il y a plusieurs pistes qui ont été ouvertes et qui, bien évidemment, mériteraient d'être approfondies. Je remercie les internautes qui nous ont suivis et je tiens à vous faire savoir que le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 29 novembre, cette fois-ci en conférence débat en format hybride, en présentiel à l'IRIS et en ligne, autour du thème « Développement au Sahel, quel rôle pour la France et l'Europe ?» Eh bien, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.
Merci, bonne Merci, soirée. au revoir. Merci.